Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie évidemment de votre présence aujourd'hui pour un sujet qui est assez particulier et plutôt positionné très haut en gamme dans ce qui est l'offre de produits de commutation D-Link, puisque nous faisons évoluer tout au long de cette année deux séries de produits niveau 2 plus niveau 3 qui étaient et qui sont les DGS 3420 et 3620 vers une harmonisation matérielle et logicielle que sont les DGS 3630 qui viendront progressivement remplacer des séries de produits haut de gamme, cœur de réseau, que vous pouviez utiliser dans des infrastructures PME, PMI ou infrastructures complexes. Alors, pour résumer ce que je viens de vous dire en introduction, vous avez aujourd'hui, au-delà des séries de switch non manageables et smart switch, une troisième offre qui est une offre de produits dits switch administrables ou XTAC, qui majoritairement d'ailleurs sont des switches gigabit, qui est amenée à évoluer. Et elle se compose aujourd'hui de trois catégories d'offres techniques différentes. Les niveaux 2 et niveau 2+, selon l'image logicielle que vous chargez, qui sont les DGS 3120. Des niveaux 2, 2+, ou niveau 3, là aussi, full niveau 3, selon l'image logicielle que vous chargez ou le positionnement en gamme, que sont les séries DGS 3420, 3620 SI et 3620 EI. Alors je rappelle aussi bien pour les DGS 3120 que pour les DGS 3620 actuellement, que le SI veut dire standard image et que le EI veut dire enhanced image, c'est-à-dire image évoluée ou image avancée, c'est-à-dire sur une base hardware identique, on vient simplement par le déverrouillage et l'adjonction d'une licence rajouter des fonctionnalités supplémentaires, essentiellement des fonctionnalités de routage plus ou moins avancées, aussi bien dans les 3120 que dans les 3620. On va conserver ce modèle d'évolution logicielle par déverrouillage de fonctionnalités par l'adjonction de licence avec la série des DGS 3630, mais on va en profiter pour fédérer deux séries de produits qui étaient un peu redondantes en termes de matériel, qui sont les DGS 3420 et les DGS 3620, qui vont se concaténer dans une offre qui va s'appeler DGS 3630. Là aussi en image standard, qui viendra remplacer les 3420 et les 3620 à fonctionnalité identique. En image évoluée, EI, DGS 3630 EI, qui va venir remplacer le DGS 3620 EI. Et pour un certain nombre de projets un peu spécifiques, notamment liés à des opérateurs ou à des très gros réseaux métropolitains sur lesquels on est amené à évoluer, et qui sera peut-être un peu moins le sujet du webinaire d'aujourd'hui, une révision MI pour l'intégration d'un certain nombre de fonctionnalités liées aux opérateurs, notamment le MPLS et notamment la possibilité d'aller pousser les fonctionnalités VPN et les services VPN jusque dans un routage niveau 2, niveau 3 dans l'infrastructure réseau, qui sont des fonctionnalités hautement critiques et utiles dès lors qu'on est dans un réseau opérateur. Je pense que le sujet ici est beaucoup plus porté autour de ce qui représente 90% des ventes sur le territoire, qui sont les DGS 3630, dans leur version standard, intégrant des fonctionnalités de routage de niveau 3, suffisant dans 95 ou 90% des cas d'usage que vous allez rencontrer chez vos clients. Alors comment on est amené à faire évoluer ces deux séries, 3420 et 3620, vers les DGS 3630? Alors on va le faire par étapes tout au long de l'année. Ces étapes ont déjà démarré, vous allez le voir ici. C'est que les DGS 3630 sont déjà disponibles, sont des séries de produits qui sont déjà disponibles depuis le premier trimestre de l'année 2017. Donc la série entière et les licences concernées ont été intégrées dès le tarif de janvier et sont disponibles dans les mêmes considérations de prix que les DGS 3620 aujourd'hui. Nous arrêtons progressivement la série des DGS 3620 sur tout le deuxième trimestre 2017. Ça a déjà démarré, notamment avec les produits POE, 28 et 48 ports, et progressivement, sur tout le trimestre qui est devant nous, l'arrêt complet des DGS 3620, avec simplement un bémol à ça, on va conserver encore quelques temps les licences, puisque vous pouvez très bien être face à un client ou à une population de clients
sur lesquels vous avez déjà installé des DGS 3620 en version standard et que vous voudriez faire évoluer pour tout un tas de raisons. Et on va conserver ces licences qui sont des licences dématérialisées, hein, des codes, pour que vous puissiez continuer à faire évoluer des parcs existants encore pendant plusieurs mois ou plusieurs années. D'ici la fin de l'année, vont progressivement être arrêtées toute la série des DGS 3420, en 24 ports, en 48 ports, en PoE ou en non PoE. Et puis, un produit qui n'existe pas encore dans la série des DGS 3630 telle qu'elle a été rentrée au tarif, à échéance de la fin d'année 2017 ou au tout début de l'année 2018, selon la disponibilité qu'on arrivera à avoir sur ce produit-là, en particulier PoE, ou la fin de disponibilité des DGS 3420 PoE, l'introduction d'un modèle PoE 370 watts tolérant à la panne dans la série des 3630 cœurs de réseau à la fin de l'année. Alors ce qui donne ça, ou ce qui donnera ça, c'est-à-dire que sont disponibles aujourd'hui les DGS 3630 28 SC, des étoiles optiques, les DGS 3630 28 TC, 24 ports giga avec des départs combo et des ports 10 gigabits SFP+, les 3630 52 TC, 48 ports giga avec des départs SFP+, supplémentaires en 10 gigabits, et sera disponible à l'échéance de la fin de l'année 2017 ou dès janvier 2018, un produit supplémentaire qui est le DGS 3630 28 PC comme PoE, 24 ports, full gigabit, PoE 370 watts, redondant à la panne par l'adjonction d'une alimentation redondante supplémentaire qui permet ou de sécuriser l'alimentation du switch ou de pousser l'alimentation électrique disponible dans les ports PoE jusqu'à 760 watts, c'est-à-dire 740 watts plus le budget nécessaire pour faire fonctionner le PoE. Il sera évidemment 802.3 AT à minima, c'est-à-dire la possibilité d'aller sortir jusqu'à 30 watts sur tous ces ports. La définition qu'il reste à en faire d'ici la fin de l'année, et on a encore un peu le temps de le gérer, et l'intégration ou non dans cette série de produits qui sont plutôt des cœurs de réseau, donc normalement moins sollicités ou moins sollicitables en PoE, c'est l'intégration ou non de la norme PoE++, donc la possibilité de pousser 60 watts de budget PoE sur un ou plusieurs ports du DGS 3630 28 PC. Donc cette transition va se faire en douceur. Évidemment, nous continuons à commercialiser les DGS 3430 qui ont cette 3420 pardon, qui ont cette particularité d'avoir des séries de produits PoE qui sont beaucoup utilisés, notamment dans des infrastructures de sécurité hein, liées à la vidéosurveillance, jusqu'à l'arrivée du modèle PoE qui va bien dans la série des DGS 3630. Donc on vient concaténer aujourd'hui matériellement une dizaine de produits, 3420 et 3620, autour de 4 produits hardware, 28 SC, 28 TC, 28 PC et 52 TC, et on vient jouer sur les intelligences intégrées dans cette série de produits, 3630, avec les adjonctions de licence. Alors comment ça fonctionne? C'est que par défaut, le parti pris qui a été pris en France et en Europe est de ne commercialiser là-bas qu'une seule base hardware, qui est la base hardware DGS 3630/SI, c'est-à-dire la première version de produits intégrant des fonctionnalités de routage niveau 3, utiles dans les PME, utiles dans des cœurs de réseau d'infrastructures relativement légères. Et on ne commercialise au tarif aujourd'hui en France que la possibilité de faire une extension d'image de l'image standard vers l'image évoluée, donc de SI vers EI. On offrira la possibilité dans un mode projet, alors qui sera plutôt lié à des ventes réalisées avec des opérateurs sur leur cœur d'infrastructure, la possibilité d'intégrer l'image MI, c'est-à-dire aller directement des fonctionnalités, du débridage des fonctionnalités MI par l'adjonction d'une licence de SI vers MI. Donc, tout ce que vous voyez en dessous, c'est-à-dire faire l'acquisition directe d'un 3630 avec les images MI n'est pas possible, faire l'acquisition directe d'un 3630 avec l'image évoluée n'est pas possible. De sorte qu'on ne gère finalement qu'un seul type de produit matériel stocké, c'est aussi bien intéressant pour nous qu'intéressant pour les grossistes comme SCTN, mais aussi intéressant pour vous pour être sûr de ne pas vous tromper,
plus la possibilité d'aller rajouter des licences d'évolution ou débridage de fonctionnalités des images standards vers des images évoluées. C'est pour ça que vous avez en grisé sur ce tableau le DGS 3630EI et 3630MI qui ne seront pas commercialisés matériellement en tant que tels, mais uniquement accessibles par l'adjonction de licence. Et vous voyez ici un certain nombre de fonctionnalités qui sont rajoutées par-dessus, enfin de débridage de fonctionnalités rajoutées par l'intégration notamment de l'image EI sur un DGS 3630 standard, c'est-à-dire du routage OSPF, une fonction sur laquelle je vais revenir dans ce webinaire qui s'appelle la virtualisation de réseau VRF, et des fonctionnalités de multicast de niveau 3 qui sont assez rarement utilisées quand on fait du multicast. On a tendance plutôt à le faire sur du routage de niveau 2, ce qui est suffisant. Les fonctionnalités clés, en tout cas ce qui font les différences entre les séries 3420 et 3620 d'aujourd'hui et la série des DGS 3630 demain. Alors la première, c'est un constat, c'est que on peut être amené, et on est amené très souvent dans ce type de produit plutôt haut de gamme à se connecter directement en port console sur le switch pour aller y intégrer ou aller y effectuer des lignes de commande. Le constat, c'est que globalement, on n'intègre plus dans les PC portables, puisqu'on se déplace rarement avec une tour dans la baie, mais plutôt avec un ordinateur portable. On n'intègre plus dans les PC portables depuis très longtemps des connectiques de type DB9, des ports consoles, voire même il n'y a plus du tout de port de réseau. RJ45. Moi j'utilise un format qui est un format de tablette. Dans ce format de tablette, il n'y a plus de port RJ45 intégré, puisqu'on a tendance à réduire la taille des matériels et on ne sait plus y intégrer ni de port console, ni de port de sortie VGA ou même HDMI, et encore moins de port RJ45. Par contre, il reste toujours quelque part la possibilité de se connecter en USB ou en mini USB, et on a rajouté dans cette série des 3630 un port mini USB qui permet d'émuler des lignes de commande en port console en étant connecté directement sur le DGS 3630 et sans passer par un port console standard, sans passer par un port RJ45 qui n'est pas toujours disponible dans les formats de tablettes ou dans les formats d'ordinateurs portables que vous pourriez utiliser pour vous connecter, encore une fois, directement sur le 3630. Alors évidemment, ce sont des produits qui ont des interfaces graphiques où vous pouvez vous connecter directement en HTTP avec votre navigateur préféré pour aller y effectuer les fonctionnalités d'administration sur lesquelles vous voudriez avoir un accès, mais il est toujours plus, quand on rentre dans ce type de produit, plus sécurisé et plus efficace, j'entends en termes de coût de clic, de se connecter en ligne de commande et d'effectuer des lignes de commande. L'interface d'administration graphique est très pratique d'une manière générale, mais elle est assez coûteuse en clic puisque vous devez valider tout ce que vous faites. Par la ligne de commande, vous pouvez simplement injecter un batch complet de ligne de commande qui va effectuer toutes les fonctionnalités sans être obligé systématiquement de cliquer sur validation, de redémarrer l'interface. Vous allez beaucoup plus vite. C'est simplement une mécanique à maîtriser en termes de ligne de commande, et encore une fois, vous y accédez par Sport Console. La deuxième fonctionnalité qui fait toute une différence avec la somme de fonctionnalités qui fait toute une différence aussi avec les 3420 et les 3620, c'est qu'on va intégrer ici la possibilité de faire un stack physique, comme on pouvait le faire avec les 3620 ou avec les 3420. Là, il n'y a pas de changement particulier. Par contre, comme on est sur on est aussi sur des attachements possibles sur des ports SFP+, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter un module pour aller se connecter en 10 gigabits fibre optique, soit sur des attachements à l'intérieur d'un même rack, ou soit sur des attachements à interbâtiment jusqu'à 80 km selon le type de fibre et selon le type de module. On va pouvoir construire un stack qui n'est pas physiquement nécessairement exclusivement dans la même baie physique, mais qui peut se trouver être des interconnexions de bâtiments. On a régulièrement le cas d'interconnexions de 2 ou 3 bâtiments les uns avec les autres, avec une tête de réseau qui serait ici un DGS 3630, et vous allez pouvoir construire un stack et une unité logicielle
y compris, non pas simplement à l'intérieur d'un même rack, mais à distance. Et ce qui a été rajouté dans cette série des DGS 3630 par rapport aux DGS 3620 et 3420, au-delà des ports SFP+, c'est ce qu'on appelle le cross-stacking ou le trunk stacking, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser plusieurs ports SFP+, puisqu'il en a 4, hein, ici le DGS 3630 en a 4, d'utiliser plusieurs ports SFP+, d'agréger, de faire une agrégation de liens sur ces ports SFP+, et de construire un stack qui ne soit pas simplement un stack de 10 Go, mais un stack de 20, 40 ou jusqu'à 80 Go en full duplex, c'est-à-dire en montant descendant, 40 Go montant, 40 Go descendant, pour interconnecter ensemble des DGS 3630. Alors évidemment, quand vous utilisez les 4 ports SFP+, pour monter un stack de 80 Go, bah, vous ne pouvez le faire qu'entre 2 switches, puisque vous avez 4 ports au total sur chacun des deux. Par contre, si vous utilisez les 2 derniers ports SFP+, par exemple pour faire un lien interbâtiment entre le bâtiment A et le bâtiment B, pour avoir une agrégation de liens de plus haute disponibilité et à plus haut débit, vous pourriez très facilement monter cette interconnexion en 40 Go, c'est-à-dire 20 Go montant, 20 Go descendant, c'est du full duplex, pour bénéficier au maximum du lien le plus rapide entre ces bâtiments et du stack le plus rapide. Ce cross-stacking ou ce trunk stacking était une fonction qui n'existait pas et qui n'existe pas dans les séries des 3420 et des DGS 3620. C'est quelque chose qu'on a rajouté ici parce qu'on est face à des produits qui, dans la plupart du temps, vous n'utiliserez pas cette fonction, mais dès lors que vous avez de multiples bâtiments à connecter, ou si vous êtes un opérateur, pouvoir multiplier la somme des liens SFP+, et les additionner les uns avec les autres quand on construit un stack, c'est important et intéressant. Une troisième fonction qui a été ou qui est rajoutée à partir de la licence EI, c'est-à-dire l'image évoluée des DGS 3630, c'est quelque chose qui est assez demandé et assez tendance, qui s'appelle le VRF. Le VRF est un acronyme qui signifie Virtual Routing and Forwarding. Alors, j'ai cherché la terminologie la plus, ou l'image la plus parlante ou la plus simple à comprendre pour expliquer ce qu'est le VRF, qui est une fonctionnalité qui permet de créer à partir, alors qui a été faite au départ pour les routeurs, mais qui s'intègre très bien dans une infrastructure IPv6 sur des switches de niveau 3, qui permet de créer à partir d'un seul routeur physique ou à partir d'un seul switch physique, plusieurs routeurs logiques virtuels ou plusieurs switches logiques virtuels. Si on prenait un parallèle de ce qu'est cette fonctionnalité de virtualisation des infrastructures réseau, je dirais que le VRF est au switch de niveau 3, ce que le VLAN est au switch de niveau 2, en termes de disponibilité de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va créer à un niveau supérieur de routage, c'est-à-dire au niveau 3 des matériels actifs, on va créer une ou plusieurs instances VRF, donc de routage virtuel, chacune possédant sa propre table de routage, et chacune étant complètement indépendantes l'une de l'autre, et aucune ne pouvant discuter nativement l'une avec l'autre, c'est-à-dire isolées de manière logique, un peu comme on le fait sur des VLAN, isolées de manière logique et virtuelle, chacune de ces infrastructures, pour les rendre intégralement étanches. Quand on veut faire discuter des VLAN les uns avec les autres, on utilise simplement des fonctionnalités de routage, même des fonctionnalités de routage statique de niveau 3, et tout ça fonctionne très bien. Quand on veut faire discuter des instances VRF, donc de routage virtuel les unes avec les autres, qui sont par nature des fonctionnalités de niveau 3, on doit monter encore un niveau au-dessus, avec une particularité ou une fonctionnalité de routage un peu particulière, qui est intégrée elle aussi avec les révisions EI des DGS 3630, qui est l'OSPF, hein, que vous pouvez trouver dans très peu de produits globalement et qui sont intégrés quasi exclusivement ou dans des routeurs et des firewalls ou dans des switches du type des DGS 3630. Ça devient un peu compliqué. Ici, l'objectif, c'est un peu comme pour les VLAN, de segmenter les réseaux les uns des autres. Par exemple, on est dans le cadre d'une pépinière d'entreprise.
qui peut être importante, qui accueille de multiples sociétés différentes les unes des autres et qui ont chacune leur réseau physique différent, qui n'ont pas vocation l'une et l'autre à échanger des informations sur le réseau. Par contre, pour ne pas multiplier les câblages, pour ne pas multiplier les systèmes de routage, eh bien, on va s'appuyer sur une fonctionnalité comme la virtualisation de routage et la virtualisation des réseaux à travers cette fonction VRF qui va permettre, dès lors qu'on est sur un même support réseau, de virtualiser l'ensemble des services ou des entreprises sur un même matériel physique avec des contraintes et des fonctionnalités beaucoup plus sécurisées que ce que ne peut l'être encore le VLAN. J'espère que c'est clair. Hein. On rentre dans un concept qui est peut-être un peu abstrait, qui est la virtualisation des réseaux, au-delà de ce qu'on sait faire avec du VLAN, en mutualisant les réseaux physiques, les supports physiques, et en les mutualisant sur un même site, mais pas uniquement, puisqu'on est là dans des fonctionnalités de routage assez évoluées, mais aussi à travers Internet, à travers les routeurs et à travers les firewalls. Schématiquement, je prends l'exemple ici de la pépinière d'entreprise qui accueille de multiples entreprises, mais ce sont des fonctionnalités qui sont critiques, importantes et devenues vitales aujourd'hui, dès lors que vous êtes dans un data center ou dès lors que vous êtes hébergeur. On a un certain nombre de clients qui sont leurs propres hébergeurs et qui ont construit leur propre data center avec des investissements qui peuvent être relativement importants. Et cette fonctionnalité de virtualisation de réseau est devenue indispensable puisque par nature, en devenant data center ou votre propre hébergeur, vous hébergez les informations et les données de différents clients à distance. Et cette fonctionnalité VRF va permettre de pousser la sécurité et de pousser la virtualisation du réseau et la virtualisation du routage jusque dans l'instance et jusqu'au serveur que vous hébergez pour votre client. De manière plus pragmatique, sans parler de fonctionnalités logicielles un peu particulières, de manière plus pragmatique, on a face à nous des produits qui sont hautement critiques dans leurs fonctionnalités, dans leurs usages, c'est-à-dire que dès lors qu'on est sur un cœur de réseau, si ce cœur de réseau ne vient à plus fonctionner, on aura une interruption de service de tout ou partie des services du réseau de votre client. Donc a été intégrée une fonctionnalité qu'on intègre de plus en plus d'ailleurs, soit dans les switches qui sont dédiés à la vidéosurveillance, puisque c'est un peu particulier, soit dans des switches haut de gamme, niveau 2, niveau 3, comme les DGS 3630 ici, une fonctionnalité de protection contre les surtensions. C'est-à-dire que sur chacun des ports est capable d'accepter une remontée de surtension, une remontée de foudre, de se protéger lui-même et surtout de protéger l'intégralité du reste des ports du switch. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez une caméra sur un mât à l'extérieur, sur un poteau. A priori, c'est le point le plus haut au milieu du parking. Si par hasard la foudre venait à taper ce poteau ou à taper cette caméra, vous pourriez avoir au travers du câble RJ45 une remontée électrique anormale, puisque par nature, même quand on est en PoE, la communication PoE se fait du switch vers le périphérique et pas du périphérique vers le switch. Il n'est pas censé remonter une tension et un ampérage. Vous avez une remontée d'alimentation à travers le câble RJ45 qui va aller taper le port 22 du switch sur lequel est connectée cette caméra. Évidemment, ce port 22 du switch va prendre un pic de surtension qui risque de le mettre en rideau. Par contre, quand vous avez cette remontée électrique et d'impulsion électrique jusque sur le matériel actif, il va bien falloir que cette source électrique s'évacue quelque part. Si vous n'avez pas ces protections, si vous n'avez pas de mise à la masse des matériels actifs, vous avez simplement une répartition de la charge électrique qui est récupérée sur le switch. Cette répartition de cette charge électrique va se faire aléatoirement la CPU, la mémoire du switch, tous les composants électroniques, les soudures, mais va aussi potentiellement se répartir sur tous les ports disponibles. Et donc faire une remontée de surtension partout, griller les points d'accès Wi-Fi qui y sont connectés, aller faire une remontée de surtension jusque dans les cartes réseau des serveurs, pourquoi pas, si elle est forte, griller la carte réseau, mais plus généralement avoir un pic de tension anormal qui risque de même griller les disques durs, les claviers, enfin tout ce que vous pourriez imaginer. Et je vous en parle parce que c'est du vécu. Mais vous avez aussi une connexion contre les remontées de surtension en interne, c'est-à-dire
il y a eu des coups de foudre importants dans la région. Il y a des répartiteurs électriques EDF en bout de rue, l'entreprise était fermée, tout était arrêté, et puis le lundi matin, quand vous revenez, et que toutes les machines redémarrent, vous redémarrez l'outillage, vous redémarrez les machines-outils, vous redémarrez les PC et les serveurs, vous pouvez avoir une demande de tension importante, et puis le répartiteur EDF qui est en bout de rue, comme il s'est chargé très fortement à cause des pics de foudre et de tension, va se décharger dans le réseau électrique, et il va se décharger, ça aussi c'est du vécu, il va se décharger vers ce qui va demander de l'alimentation électrique, et là potentiellement, vous avez une remontée d'alimentation électrique et de surtension électrique à travers les réseaux, qui peut être fatale aussi pour tout ce qui va redémarrer. Les PC, les serveurs, les caméras, les points d'accès Wi-Fi, les machines, enfin tout ce que vous pourriez redémarrer. Et cette protection contre les surtensions, cette protection contre la remontée de foudre, a pour effet immédiat d'améliorer la fiabilité du réseau, puisque au lieu de faire s'écrouler de manière aléatoire toutes les cartes électroniques que vous pourriez avoir dans votre réseau, vous n'aurez qu'une faible baisse de disponibilité, au moins sur le port ou les ports touchés. Et puis, dès lors que vous allez devoir faire des remises en service, vous aurez des coûts qui seront réduits, aussi bien pour votre client, mais surtout pour l'assurance. Et c'est toujours plus simple pour une assurance de se dire on va changer un switch et une caméra, plutôt que d'imaginer qu'il va falloir changer toute l'infrastructure réseau, les caméras, les points d'accès Wi-Fi, quelques serveurs, et d'aller auditer tout ce qui a pu être touché par cette pique de tension. Donc ça paraît anodin, mais on a face à nous une fonctionnalité qui est quand même très importante, d'autant plus qu'on a tendance à véhiculer de plus en plus d'impulsions électriques dans les réseaux par le PO. Voilà pour les fonctionnalités, je dirais, majeures, importantes, nouvelles, et on est là dans des choses un peu complexes, vous comprenez bien que c'est difficile de les résumer dans un webinaire de 5 minutes, mais qui sont importantes. Vous avez des cas d'usage qui sont, peut-être en étant un peu plus pratiques et pragmatiques, d'utilisation de ces DGS 3630 en fonction du type d'image que vous allez y charger. J'utilise, ou mon client est une PME ou une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, de 50, 100, 200, 300 salariés. Mon client peut être un établissement scolaire, un collège, un lycée, qui dispose, mine de rien, d'un nombre d'interfaces IP importantes. Et on va utiliser les DGS 3630 dans leur version standard, comme un cœur de réseau niveau 3 qui va agréger l'intégralité des remontées d'informations qui peuvent venir des différents sous-répartiteurs. On va utiliser les interfaces SFP+, pour se connecter sur les serveurs, ou les stockeurs NAS ou SAN en 10 gigabits. Et on va apporter par cette interface, cette image logicielle SI, les protocoles nécessaires et suffisants pour effectuer le routage interne de l'entreprise dans de bonnes conditions, sans surcharger le routeur et le firewall. C'est-à-dire qu'on va déporter les fonctionnalités de routage interne à l'entreprise, non pas au firewall, ou à la box, mais vers le DGS 3630, ce qui va nous permettre d'en gérer l'intégralité de la sécurité et surtout de ne pas surcharger du routage interne les firewalls du réseau. Les firewalls ne sont pas là pour s'occuper du routage interne des entreprises quand les infrastructures sont un peu complexes. Elles sont là pour s'occuper du routage, ils sont là pour s'occuper du routage inter-entreprise ou intersite, et surtout sécuriser et filtrer ce qui va rentrer à l'intérieur de l'entreprise. Par nature, quand vous confiez le routage au firewall interne, si vous n'êtes pas vigilant, tout ce qui va router, tout ce qui sera routé à l'intérieur de l'entreprise sera filtré. Donc on va rajouter de la latence et des problématiques. Donc ici, on est face à un cas typique d'une PME mono ou multisite, avec peut-être plusieurs bâtiments connectés les uns avec les autres. On fait un peu de stack, on fait du 10 gigas sur des serveurs à faible distance et à faible coût, et on ressort vers Internet sur des routeurs qui vont nous permettre d'aller soit vers Internet, soit vers des sites distants de la même entreprise. Il est aussi possible que je me trouve dans des infrastructures plus complexes. Ces infrastructures étant des hôpitaux, des campus universitaires, des entreprises de très grande taille, où on va utiliser les DGS 3630 comme des agrégateurs de multiples switches de périphérie, qui seront là des switches peut-être de niveau 2 type des DGS 3120,
qui vont devoir intégrer la possibilité de faire du cross-stacking, qui vont devoir intégrer la possibilité de virtualiser les réseaux, qui vont devoir intégrer des fonctionnalités de routage IP dynamique au niveau de la couche d'agrégation, et qui vont remonter dans des schémas et des synoptiques beaucoup plus complexes, qui vont remonter du stack et des interconnexions en 10, 20, 40, 80 gigas vers des cœurs de réseau qui sont des étoiles optiques complexes que sont les DXS 3600 et qui seront eux en relation avec les fermes de serveurs, qui seront eux, en relation avec la tête de réseau déportée sur les fermes de serveurs ou sur les fermes de stockeurs, et qui vont multiplier la disponibilité, multiplier la tolérance à la panne par des fonctionnalités comme le VRRP, le RPS, le cross-stacking, et on va utiliser toutes les fonctionnalités de routage évolué dynamique de la série des DGS 3630 dans leur version logicielle EI, pour construire une infrastructure qui soit la plus disponible possible et qui rende un service en continu, là encore une fois dans des infrastructures complexes. On parle d'hôpitaux, on parle de cliniques, on parle de campus universitaires, on parle de multinationales. On peut parler d'hôtels de région aussi. Enfin tout ce qui est qui agrège une multitude de services, une multitude de serveurs locaux distants dans le cloud, une multitude de sous-répartiteurs avec de très nombreux cas de services et cas d'usage différents, et pas simplement des PC, mais des PC, du serveur, des services complexes, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de l'alarme, de l'intrusion sur des sites de grande taille. Et puis, pour vous montrer la modularité qu'on peut avoir à la base de ces DGS 3630, la possibilité pour des opérateurs de s'appuyer dans leur infrastructure complexe MPLS sur ces produits, c'est-à-dire que je construis un cœur d'infrastructure full fibre optique qui est le cœur MPLS sur la base des DXS 3600, donc on est dans une infrastructure entièrement 10 gigabits, et je vais répartir la charge de mes nœuds MPLS et VPN vers mes DGS 3630, mais en révision MI, c'est-à-dire que je vais déverrouiller les fonctionnalités opérateurs MPLS et VPN niveau 2, VPN niveau 3 sur mes DGS 3630 pour pousser toutes les intelligences et déporter toutes les intelligences de mon cœur MPLS à distance dans des infrastructures excessivement complexes d'opérateurs, nécessitant une très haute disponibilité, avec un fonctionnement optimisé dans des topologies de très haut niveau technique, pour aller ensuite partir vers mes différents clients, mes différents sites, et mes différents data centers. Et puis, c'est pas moi qui le dis, mais dans tous les cas, donc on est face à nous avec un produit hautement modulaire, puisque vous avez différentes images logicielles qui permettent d'adapter le DGS 3630 en fonction de la typologie du client que vous avez face à vous. Une PME, une PMI qui est déjà importante, ou une ETI, un campus universitaire, un hôpital, avec des notions de disponibilité et de haute disponibilité des informations et des données qui est importante, ou un opérateur, et vous partez d'une base hardware qui est la même. Et on a confié ça, un DGS 3630 28TC, on l'a confié à un organisme de certification indépendant qui va tester justement les fonctionnalités techniques des séries de produits de manière totalement indépendante, et surtout qui va les comparer avec un ou plusieurs produits équivalents chez des compétiteurs. Ici, en l'occurrence, on a demandé à faire tester ce DGS 3630 28TC en comparaison à un commutateur Cisco compétiteur identique. Alors identique en termes de fonctionnalité et de positionnement de gamme. Ce qu'a fait Tolly, et il en est ressorti que dans tous les tests qui ont été réalisés par cet organisme, le rapport a pu montrer que systématiquement, on a soit les mêmes performances que Cisco à matériel équivalent, soit des performances bien meilleures. Alors je ne peux pas tous vous les mettre ici. Vous avez un lien, pardon, si ma souris revient, vous avez un lien ici qui vous permet d'aller rechercher le report
directement sur le site de Toli justement, où vous pourrez voir toutes les fonctionnalités et vous verrez des graphiques de ce type-là. Alors par exemple la latence sur des fonctions de niveau 2 ou la latence sur des fonctions de niveau 3. Vous voyez ici que plus le chiffre est faible et meilleure est la performance du produit. En bleu ciel des links et puis en bleu un peu plus foncé le produit Cisco équivalent. Donc je vous laisserai regarder tout ça. Et puis surtout, il y a une conclusion qui est intéressante, c'est que un produit équivalent, à fonctionnalité équivalente, c'est-à-dire qu'ici on compare un switch Cisco des séries 3650 avec un 3630 de révision EI, c'est-à-dire qu'on a déjà déverrouillé des fonctionnalités logicielles supplémentaires, donc potentiellement des intelligences supplémentaires qui sollicitent encore plus les CPU et les RAM, les CPU et la mémoire. Vous allez comparer les différents types de switch avec leur prix, avec leur version firmware, c'est-à-dire qu'on en a la version 1, nous. Hein. Les séries sont très récentes, donc c'est la première version du firmware, c'est-à-dire qu'on ne peut que s'améliorer même avec le temps qui évoluera en fonction des remontées d'informations qu'on aura des clients. C'est-à-dire qu'à fonctionnalité identique, Toli s'amuse aussi à calculer le coût au port. Hein, s'amuse aussi à calculer le coût au port en termes de... alors le coût par port gigabit par seconde de bande passante. Et là, il n'y a pas photo, hein, vous le voyez dans le petit tableau qui est ici à droite. C'est-à-dire qu'à performance équivalente, un produit D-Link est bien moins onéreux qu'un switch Cisco. Donc le débat de se dire oui mais Cisco c'est mieux, eh ben, il a bien fallu à un moment donné qu'on franchisse une étape en mettant dans les mains d'organismes hautement techniques et indépendants des produits pour vous montrer encore une fois que Cisco c'est mieux parce que ça s'appelle Cisco, mais fonctionnellement sur le papier, je suis désolé, mais on peut retourner le sujet dans le sens qu'on veut, on arrive à avoir des fonctions, on arrive à avoir des usages et on arrive à avoir des coûts qui sont très largement compétitifs par rapport à ce que peut proposer Cisco dans des réseaux PME-PMI, dans des réseaux complexes de grande taille et dans des réseaux opérateurs. Donc, encore une fois, faites-nous confiance. Qui peut le plus, peut le moins. Si on le sait le faire de manière très efficace sur des cœurs de réseau, on sait très bien le faire aussi dans des smart switch, on sait très bien le faire aussi dans nos différents types de produits de commutation. Et allez-y les yeux fermés, parce que réellement, en termes de fonctionnalité et de coût, on a ici des séries de produits qui sont hautement compétitives. Et je vous rappellerai également que on est là dans des switches qui sont des cœurs de réseau, qui sont des infrastructures qui peuvent être compliquées, que le remplacement de ces produits n'est pas optionnel, c'est-à-dire que si par hasard il devait y avoir malgré tout une panne quelle qu'elle soit, malveillante ou malheureusement matériel. Le remplacement rapide de ces produits, quand bien même vous l'ayez mis dans une infrastructure hautement tolérante à la panne et redondante, doit se faire le plus rapidement possible, hein, puisque vous êtes là en général sur des cœurs de réseau, et quand le cœur de réseau ne fonctionne plus, évidemment, il faut pouvoir le remplacer rapidement. C'est le sujet des DAS, des Link Assist, qui n'est pas là pour se substituer au service que vous pouvez rendre aux clients, qui n'est pas là pour se substituer à la DSI ou au DSI, au service informatique de vos clients quand ils existent, mais qui est là simplement pour dire, vous avez un produit en panne, on est d'accord pour dire qu'effectivement il y a une panne matérielle, on est capable de vous remplacer ce produit en J+1, en jour ouvré. On est capable de vous remplacer ce produit sous 4 heures en jour ouvré, c'est-à-dire que vous nous appelez le matin, vous avez un produit l'après-midi. Mais on est aussi capable, dans des infrastructures qui sont hautement critiques, de vous remplacer ce produit sous 4 heures en 24/7, c'est-à-dire samedi, dimanche, matin, nuit, peu importe. Si vous avez quelqu'un qui est là pour réceptionner accueillir le livreur à 3 heures du matin parce que votre client a la possibilité d'avoir des services informatiques qui interviennent de jour comme de nuit pour des remises en service. Si à 3 heures du matin, il y a quelqu'un pour accueillir le livreur, on fournit le produit à votre client ou à vous-même si vous le faites, et on repart avec le produit défectueux. On garde et on conserve ou on vous fait conserver volontairement toute la partie de service, de remise en service des matériels. Ce n'est pas notre sujet de se substituer à votre valeur technique ou de se substituer
au responsable informatique qui de toute façon ne sera pas nécessairement très enclin à faire intervenir un tiers non certifié dans son data center. Donc de toutes les manières, le service reste à votre charge ou à la charge du responsable informatique. Nous, on va se contenter, et c'est déjà pas mal, d'échanger le produit le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre écoute. Pierre, je crois que pour une fois, j'ai réussi à rester dans un timing qui est correct. Absolument. On est, Avec un sujet, dans le bon timing. avec un sujet qui n'est pas super simple, Non, non, mais puisqu'on est là très haut dans la gamme. Ce que je veux montrer là, en attendant peut-être que des questions arrivent, c'est qu'on est en mesure, on sait faire chez D-Link et depuis plusieurs années des produits haut de gamme, de cœur de réseau, dans des infrastructures complexes. Et pour vous prouver qu'on sait bien le faire, on a éprouvé notre produit sur le compétiteur sur lequel on est souvent comparé, pour vous dire, bah, regardez, en termes de résultats de performance, en termes de résultats fonctionnels, en termes de résultats de prix, en termes de résultats de consommation électrique, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo et faites-nous confiance. Allez-y. Et en plus, comme on est en mesure de vous remplacer des produits à faible coût au regard de la criticité de certains des réseaux en 24/7, sous 4 heures, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous convaincre en plus que de nous faire confiance, hein, simplement, même sur ces très grosses infrastructures.